Notre ministre nous a demandé de tenir partout sur la planète, ce soir, demain soir, une nuit des idées. Donc, partout dans le monde, les instituts français invitent des participants à des débats, des intellectuels, des penseurs, à se joindre à une vaste réflexion sur l'état du monde. Alors à chaque fois, cette réflexion sera déclinée localement, en fonction des participants, en fonction des audiences. Donc c'est une nouveauté, et nous sommes tous les pays, tous les instituts français, toutes les ambassades n'ont pas réussi à le faire, mais nous avons réussi à le faire, grâce à la présence de Pascal Boniface. Et donc nous inaugurons ce soir cette Nuit des idées 2017, qui a une portée planétaire dans les objets traités, comme par l'ampleur de la manifestation elle-même. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous Pascal Boniface. Pascal Boniface est un spécialiste de relations internationales, enseignant, chercheur, analyste, auteur de nombreux livres, très présent dans le débat public français. Ceux qui sont familiers des débats français à la télévision l'ont certainement déjà vu et entendu. Il est l'auteur de plusieurs dizaines de livres, un nombre incalculable d'articles. Et il se distingue aussi par ses positions courageuses sur des questions qui concernent l'état du monde et traversent aussi le débat public et intellectuel français. Notamment la place qu'il faut donner à l'islam dans la société, le rapport aux musulmans, le rapport que ces questions-là entretiennent avec notre politique étrangère, avec les solutions diplomatiques que nous préconisions sur des questions comme la question palestinienne, par exemple, entre autres. Et Pascal Boniface, donc, a développé une approche, une pensée originale, en ce sens qu'elle est très, à la fois engagée et pédagogique à l'égard du public. C'est un spécialiste, mais c'est un spécialiste qui a le respect du public. Et c'est vraiment un travail citoyen qui mène, et qui mène aussi au-delà des frontières de notre pays, partout où nous essayons de provoquer, d'entretenir un débat utile à tous. Voilà. Donc nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Ce soir, il a bien voulu traiter deux sujets. Donc ce soir, première partie de la Nuit des idées, c'est déjà un double événement. Il y a maintenant une première conférence, suivie de questions, sur le sport, n'est-ce pas? Le football, la géopolitique du football, est un sujet majeur dans le monde aujourd'hui. Et ensuite, plus tard dans la soirée, à 20h30, il reprendra sur un deuxième sujet, qui est grosso modo la question de l'ordre et du chaos dans le monde, ce monde qui s'ouvre sous nos yeux dans cette année 2017. Mais pour le moment, nous en restons au sport. Pascal, tu as la parole. Merci Bruno, merci pour ces mots chaleureux et amicaux, et merci surtout pour l'invitation, ton accueil et la possibilité que tu me donnes de venir au Soudan, qui est une grande opportunité pour moi. Merci également à Jean-Noël Ballot pour l'organisation de ces conférences. Donc dans cette première conférence, je vais essayer de vous montrer que le football est, pour faire un jeu de mots, le stade ultime de la mondialisation. On parle beaucoup de globalisation, mais que le football en est certainement l'élément le plus fort et le plus manifeste. Et peut-être pour prendre un premier exemple, si je demandais à des gens qui sont ici, qui connaît le nom de l'actuel président portugais? Qui connaît Cristiano Ronaldo? Tout le monde. Donc on voit que le football, effectivement, est venu conquérir le monde. Et c'est finalement un beau voyage qu'a fait le football, parce que ce sport est né à la fois dans une Grande-Bretagne démocratique, mais au départ c'était un peu le sport de l'élite qui allait dans les collèges UP en Grande-Bretagne. Et par un magnifique voyage, ce sport est devenu le sport universel, le sport du peuple, le sport que tout le monde joue sur tous les continents. Même là où il n'y a pas de... On associe souvent, à tort ou à raison, la globalisation à la démocratie ou à l'économie de marché. Le football existe même s'il n'y a pas de démocratie et même s'il n'y a pas d'économie de marché. Le football se pratique même s'il n'y a pas d'électricité, par exemple, alors que l'électrification est un élément important.
Et donc je vais essayer de vous montrer comment le football a conquis le monde et pourquoi le football a conquis le monde. Et ensuite, effectivement, quelles sont les conséquences de cette conquête. Le football a conquis le monde un peu comme tous les empires se font, surtout s'ils naissent en Grande-Bretagne, tout d'abord par les mers. Et effectivement, les premiers clubs professionnels hors de la Grande-Bretagne sont des villes portuaires. Le Havre en France, Bilbao et Barcelone en Espagne, Hambourg en Allemagne, Gênes en Italie. Donc les villes portuaires ont eu, par l'effet d'entraînement de marins britanniques qui venaient et qui apportaient avec eux des ballons de football et qui jouaient sur lesquels ont eu cet effet d'entraînement. Ensuite, le football a continué sa conquête par le chemin de fer, notamment les ingénieurs et les ouvriers qui, en Amérique latine, construisaient des voies ferrées, mais également en Afrique, également en Europe. Eh bien, le football, arrivé par les mers, s'est développé dans le pays par le chemin de fer. La troisième étape de la conquête du football, du monde par le football, a été la radio. Parce que les sons venaient et on pouvait suivre des retransmissions de matchs, même si on était à des dizaines, voire à des milliers de kilomètres. Et puis, la dernière révolution, celle qui est toujours en cours, ça a bien sûr été la télévision. Parce que la télévision a créé un stade universel, aux capacités d'accueil illimitées. Il y a 2 milliards de places pour la finale de la Coupe du Monde, pas dans le stade, mais pour ceux qui regardent. Et il peut y avoir encore plus de spectateurs. Et donc, grâce aux vertus de la télévision, qui n'a pas que des défauts, eh bien, tout le monde, gratuitement ou en payant, on se débrouille toujours, peut regarder un match, même s'il est à des dizaines de milliers de kilomètres. Et quand on regarde l'impact de la Coupe du Monde, comment elle est née et comment elle est aujourd'hui, on voit bien les effets de cette conquête. Alors donc le football a conquis le monde, mais il a conquis le monde, comme vous le voyez, de façon pacifique. La Grande-Bretagne a inventé deux concepts au XIXe siècle, la démocratie et le football. Elle a tenté d'exporter la démocratie par la guerre en Irak en 2003, ça a été une faillite extraordinaire. Le football, lui, a conquis le monde parce qu'il a conquis le monde à la grande satisfaction des peuples conquis. On peut dire que l'empire du football est universel parce que, même plus encore que celui de Charles Quint, le soleil ne se couche jamais sur l'empire du football. Mais chaque peuple qui a été conquis l'a fait dans la joie. Généralement, quand un peuple est conquis par un autre, c'est plutôt une résistance qui se désigne. Là, les gens appelaient au contraire. Et donc le football qui est né en Grande-Bretagne, qui s'est étendu en Europe, puis en Amérique du Sud, est aujourd'hui un sport universel qui se joue sur les 5 continents. Il y a désormais les pays les plus rétifs étaient les anciennes colonies britanniques, par opposition d'ailleurs au pays qui a créé le football. Et donc, mais aujourd'hui, en Inde, il y a un championnat professionnel. En Australie, en Nouvelle-Zélande, ils veulent participer à la Coupe du Monde. Au Pakistan, il y a aussi un début de championnat. Et les États-Unis, qui ont été très longtemps rétifs au football parce qu'ils ont développé des sports nationaux, le basket, le football dit américain. Aux États-Unis, on dit soccer pour le football, et le football américain n'a rien à voir avec le football tel qu'on le connaît en Europe et en Afrique. Et puis le hockey, le basket, hockey sur glace, football américain sont les 3 sports nationaux américains, mais le football s'y est quand même finement développé malgré les réticences. Lorsque Barack Obama a été élu président, un de ses adversaires politiques avait dit « Barack Obama n'est pas un vrai Américain », non pas parce qu'il était né au Kenya, quoique, mais parce que ses filles pratiquaient le football et que c'était un-américain de jouer au football. Sauf que désormais le football a aussi conquis les États-Unis, à la fois par les femmes, la pratique du football féminin est très développée, et également par l'immigration latino-américaine qui garde à la fois sa langue et sa culture sportive. Les autres immigrés, irlandais, allemands, italiens, se mettaient aux sports nationaux américains. Aujourd'hui, l'immigration latino-américaine garde sa culture à la fois linguistique et footballistique. Et donc même le football, il y a maintenant un championnat professionnel aux États-Unis. Donc on peut dire que la conquête du football, elle est universelle. Elle est universelle, il n'y a aucun pays qui a résisté, et je dirais même que chaque fois c'est l'enthousiasme de la conquête pour voir le football. Alors pourquoi le football et pas un autre sport?
Comment expliquer que c'est ce sport qui est venu conquérir le monde et pas un autre? Il y a là, comme toujours, plusieurs facteurs, une série de facteurs qui a joué pour cela. La première, c'est que le football est simple à comprendre. Lancer un ballon à un enfant de 3 ans, il ne cherchera pas à l'attraper avec la main, il va taper avec le pied dessus. C'est un geste naturel. Donc, mis à part la règle du hors-jeu qui suscite des polémiques infinies, mais dont on se passe lorsqu'on fait des parties informelles de football, eh bien, le football est simple à comprendre, il faut envoyer le ballon en face. Et, si possible, dans les buts. Pas forcément dans les buts. Qui n'a pas joué sur la plage en mettant 2 maillots par terre et en élargissant ou non les buts? Et donc, bien sûr, c'est mieux d'avoir une belle pelouse et des poteaux, plutôt ronds que carrés, pour Saint-Étienne, notamment. Mais tout le monde a joué, on peut jouer au football sur un parking, on peut jouer au football dans un couloir, on peut jouer au football dans une salle de classe, avec l'accord du professeur, ou plutôt en l'absence du professeur. Et donc on peut jouer au football partout, et même sans ballon. Le joueur le plus talentueux de tous les temps, Pelé, tient son surnom du fait qu'il a appris à jouer au football avec une balle faite de tissus mis ensemble, et qui n'a pas joué des fois avec une balle de ping-pong ou avec une balle en mousse, etc. Donc le football universel, parce qu'il est facile à comprendre, on peut y jouer partout. Essayez de faire du rugby sur une plaque de béton. Essayez de jouer au basket sans poteau. On peut jouer au football sans poteau de but, on ne peut pas faire de hand ou de basket sans équipement. On ne peut pas faire du cyclisme ou la Formule 1 sans équipement. Le football est pas cher. Le football est le sport du peuple parce qu'on peut y jouer sans aucun équipement. Et donc, peut-être que le football attire beaucoup d'argent maintenant, mais pour commencer à pratiquer le football, on peut le faire absolument sans aucun équipement ou avec un équipement minime, contrairement à tout autre sport. Le football ne requiert pas des prédispositions physiques particulières. Vous avez Ibrahimovic, qui est un géant talentueux d'1m95, et vous avez Maradona, qui faisait 1m, enfin qui fait toujours d'ailleurs, mais même s'il ne joue plus et qui s'est un peu élargi depuis, mais au temps de sa gloire, sa taille il dépassait à peine 1m60. Donc toutes les morphologies peuvent être utilisées au football, il n'y a pas une morphologie type comme pour être sprinter ou coureur de fond, ce ne sont pas les mêmes morphologies pour être un sprinter que pour faire le marathon. Au football, tout le monde peut être admis et donc il n'y a pas de morphologie particulière. Et puis, c'est aussi une bonne adéquation entre l'individu et le groupe. L'un des meilleurs joueurs du monde, Georges Best ou Georges Weah, n'ont jamais pu jouer la Coupe du Monde. Parce que l'équipe irlandaise ou l'équipe du Liberia n'était pas à la hauteur du talent de ces deux joueurs. Et donc il faut une équipe. Le meilleur joueur du monde, s'il n'a pas une équipe autour de lui, ne peut pas avoir une performance. Mais en même temps, c'est un sport collectif. Si un joueur veut prendre le pas sur ses coéquipiers, eh bien, ça n'ira pas, il y aura des problèmes et l'équipe ne pourra pas gagner. Donc il faut respecter les équipes qui échouent, c'est quand il n'y a pas d'entente entre les coéquipiers, c'est une belle école de vie, de savoir que le talent individuel est mis au service du collectif. Et que donc, dans ces cas-là, effectivement, le succès peut être au rendez-vous. Donc sport mondial, sport universel, de par sa facilité de pratique, de compréhension, et de par le fait qu'il se soit répandu partout. En 1997, j'avais proposé à 2 éditeurs de faire un livre